Voilà, on va commencer notre cours et je voulais tout d'abord au début du cours vous annoncer une nouvelle qui peut-être ne va pas vous enchanter. Non, pas forcément une bonne. Je voulais vous annoncer que je vais me mettre à la pré-retraite et que j'arrête les cours. C'est le dernier cours aujourd'hui. Non, c'est le 1er avril. Oh, vous savez que c'est le 1er avril, mince alors. Je me disais, ils vont pas y penser à Jérusalem. Je vais le prendre à la maison, monsieur le rabbin. Et je lui ai dit, écoute, j'apporte une fille qui veut entendre le Dinowitz. Bon, allez. Elle est tellement attrayante, tu vas... Bon, c'était un poisson d'avril. Vous savez que le seul métier où on n'a pas de retraite, c'est le métier de rabbin. Alors, très bien. Bon, l'année prochaine, je ne vous ferai pas un poisson d'avril. Bon, en tous les cas, on est à la veille des élections et on est aussi à la veille de Pessah. On est à quelques jours de Pessah. Je tiens juste à préciser que nous, on va continuer cours la semaine prochaine ainsi que la semaine du grand nettoyage avant Pessah. Viendra qui viendra. Évidemment, il n'y aura pas cours la semaine de Pessah, le lundi de Pessah, c'est évident, et on reprendra le lundi après Pessah. Mais quoi qu'il en soit, donc nous avons encore 2 jours, et 2 cours avant Pessah, la semaine prochaine et la semaine d'après. Et aujourd'hui, donc ça fait 3 cours, on va essayer de se préparer à Pessah. Et je ne l'ai pas fait exprès, mais d'une manière un petit peu détournée, on va aussi se préparer aux élections sans rentrer véritablement dans le vif du sujet, mais en l'abordant d'une manière beaucoup plus globale. La question qui se pose, c'est finalement pourquoi le maître du monde voulait-il que l'on passe par l'Égypte, 210 ans d'exil? Pourquoi fallait-il passer par cet exil, naître en sortant de l'exil pour véritablement commencer l'histoire de notre peuple et recevoir la Torah et se diriger en Israël? L'annonce de l'exil, comme on le sait, avait été faite bien avant la naissance même d'Israël, la naissance de Yitzhak. D'après notre tradition, quand Abraham n'avait que 70 ans, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas encore entendu l'ordre de se rendre en Israël. Et d'après notre tradition toujours, il avait 70 ans et le maître du monde lui annonce qu'il aura une descendance et que cette descendance descendra en exil dans une terre qui n'est pas la leur. Ve'anu ve'avdu otam arba meot shana, ils seront en exil pendant 400 ans. On n'était en exil que pendant 210 ans en Égypte, mais l'exil commence avec la naissance de Yitzhak, comme on le sait, puisque effectivement, comme il dit, ta descendance sera en exil, et même si Yitzhak n'a jamais quitté la terre de Canaan, il était un étranger à l'intérieur d'une nation qui n'était pas la sienne, et dans un pays qui n'était pas encore le sien, bien évidemment. Donc, mais c'est surtout l'exil d'Égypte qui nous intéresse. Pourquoi fallait-il passer par cette période de 210 ans en Égypte? Et surtout que, comme on le sait, toutes les mitzvot, les 613 commandements et tous les sous-commandements qui dérivent des 613, tous sont liés, absolument liés à la sortie d'Égypte. Des fois, c'est dit clairement, comme le Shabbat, c'est dit clairement que vous étiez des esclaves en Égypte, etc. Les tfilines, les tzitzit, pratiquement toutes les mitzvot importantes que l'on fait, les fêtes, n'en parlons pas, c'est clairement dit dans la Torah que c'est en souvenir de la sortie d'Égypte. Et d'après notre tradition, même les commandements au sujet desquels il n'est pas dit explicitement que c'est en souvenir de la sortie d'Égypte, nous savons qu'au niveau des Remazim, puisque la Torah ne se lit pas uniquement au niveau de ce qui est écrit, il y a aussi tout l'aspect caché à l'intérieur de la Torah, nous savons que de toute manière, que ce soit visible ou non, toute la Torah est liée à la sortie d'Égypte. Le premier commandement, Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meret Mitzrayim, je suis Hashem ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Donc c'est clair que si toute la Torah se raccroche à la sortie d'Égypte, c'est donc bien clair qu'il y a un message ici que la Torah veut nous faire comprendre
et que finalement nous ne pouvions naître que après avoir traversé l'Égypte et en sortant d'Égypte, en se libérant de l'Égypte. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on reçoit la Torah. C'est-à-dire qu'il était absolument impossible de recevoir la Torah si nous n'avions pas d'abord vécu dans notre histoire l'expérience de l'Égypte et notre libération de l'Égypte. Et seulement après, nous pouvons recevoir la Torah. Ce qui signifie qu'il y a ici un message très très important. Évidemment, Shivim Panim la Torah peut s'expliquer de très 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 nombreuses manières. Il est bien évident que ce que nous allons expliquer, nous, n'est qu'un aspect extrêmement extrêmement restreint de l'infini que l'on pourrait ramener, mais pour ça, il nous faudrait bien sûr vivre l'infini. Ce n'est pas encore notre cas. Donc, on ne va prendre qu'un aspect. Et on va remonter comme toujours, d'ailleurs, tous les sujets extrêmement importants de la Torah remontent toujours au même point qui est le point fondamental à partir duquel tout démarre et tout s'explique. Quel est le point modèle fondamental à partir duquel on peut tout comprendre dans la Torah? Poisson d'avril, vous avez tout de suite réagi, mais là pas. Vous êtes resté très français. Ah, vraiment. La faute de Adam et Ève. C'est toujours le modèle fondamental à partir duquel tout démarre. Alors bien évidemment, la faute de Adam et Ève, comme elle contient toute l'histoire du monde, jusqu'à la délivrance et bien après, il est évident qu'il nous faudrait des milliards et des milliards d'heures pour seulement commencer l'introduction pour expliquer cette faute. Parce qu'elle contient tout. L'un des aspects, expliquent nos maîtres, c'est que Adam et Ève représentent des modèles. Un modèle fondamental qui va traverser toute l'histoire, le dirigeant et le peuple. Le dirigeant, c'est Adam, et le peuple, la nation, c'est Ève. Dans toute la tradition juive, la nation est toujours représentée par la dimension féminine, la mère patrie d'ailleurs, bien qu'on dit patrie qui veut dire père, mais bon, il faudrait comprendre pourquoi on dit mère et père. Mais quoi qu'il en soit, la mère patrie, la nation et la dimension dirigeante, c'est-à-dire pas forcément roi ou dictateur, les dirigeants, comme dans une démocratie. Les dirigeants, c'est toujours la dimension masculine. Et d'après ce modèle que nous expliquent nos maîtres, c'est rapporté dans la Chassidoute, entre autres, que le dirigeant, c'est le code dans la Torah, c'est Adam, et la nation, le code dans la Torah, c'est Ève, parmi des milliards d'autres explications possibles. Encore une fois, je ne dis pas qu'on est en train d'expliquer tout ce qui est contenu dans Adam et Ève, mais c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui est très intéressant, c'est d'abord de voir comment la Torah définit ce qu'aurait dû être la relation entre Adam et Ève. Qu'est-ce que la Torah dit? Ève est donnée à Adam, pourquoi? Elle est appelée, d'abord, Loto Veyot Adam Levado, l'homme ne peut pas être seul, très bien, on peut comprendre, mais quel va être le rôle, vous pouvez vous asseoir là-bas, il n'y a aucun problème, quel va être le rôle de Ève, donc de la nation, Ezer Kenegdo. Alors là, c'est fabuleux. Ezer Kenegdo, tant qu'on reste dans la femme, dans l'épouse, bon, ben c'est une aide contre lui, tous les hommes le savent, très bien. Mais si c'est la nation, alors là, c'est déjà un peu plus compliqué. Pourquoi? La nation, c'est elle qui aide Adam, et en plus, pour l'aider, elle doit être contre lui. Mais c'est bizarre, une relation entre un dirigeant et son peuple, où c'est le peuple qui aide le dirigeant, et la nation a le droit d'être contre, ne pas être d'accord avec son dirigeant, et c'est ça sa véritable nature, de ne pas être d'accord. Comment? Avec tout le respect, toute l'estime que j'ai pour vous, la démocratie est la plus grande dictature de toute l'histoire humaine. Elle s'appelle le serpent. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est très forte, la démocratie. Elle sait te mettre dans sa poche sans que tu t'en rendes compte. Et puis elle te fait pas mal, c'est vrai, elle te fouette pas, elle te met pas en prison,
Tu as l'impression que tu es libre, mais elle est très forte, la démocratie. Comment on va voir, c'est le serpent. Entre nous, je préfère la démocratie que la royauté ou une dictature, ça c'est clair. Mais il faut au moins savoir que la démocratie aussi, elle est très très forte. Parce qu'elle t'embobine sans que tu t'en rendes compte. Elle fait de toi ce qu'elle veut. Mais on va en parler justement. Mais quoi qu'il en soit, on a déjà ici, d'après cette approche, quelque chose d'absolument incroyable. Parce que, comment les nations, comment les peuples fonctionnent, même dans une démocratie où on choisit nos dirigeants, on a l'impression qu'on les choisit, parce que de toute façon, tout est vendu au départ, de toute façon. Tu ne peux choisir que ceux qu'on te propose. Donc, finalement, tu ne choisis pas vraiment. Mais quoi qu'il en soit, même si plus ou moins on vit dans le fantasme que c'est nous qui choisissons, pourquoi finalement on vote? Soyons francs. Pourquoi on vote? Qu'est-ce qu'on attend de nos dirigeants? Ben, on attend qu'ils nous aident. Donnant l'exemple d'Israël, on vit dans un pays qui est tout le temps en danger. Très bien. Qu'est-ce qu'on attend de nos dirigeants? Ben, qu'ils nous aident, qu'ils nous protègent, qu'ils nous mettent en sécurité. Dans un pays qui n'est pas en danger, comme le nôtre, en Europe, qu'est-ce qu'on attend des dirigeants? Ben, qu'on ait de quoi manger, qu'on ait une bonne parnassa, comme on dit une bonne parnassa, qu'on ait une bonne vie économique, qu'on ait plus de loisirs, plus de détente, qu'on kiffe. Pourquoi on vote? Parce qu'on attend que nos dirigeants nous donnent la belle vie. Alors la belle vie, ça contient beaucoup de choses. Ici déjà qu'on soit en sécurité, qu'il n'y ait pas de guerre. Et puis quand on sera sûr qu'il n'y aura plus de guerre, on demandera la belle vie comme les Français. Plus de vacances, plus de ci, plus de ça. On va descendre à 35 heures. C'est le cas en France, c'est 35 heures? Oui, déjà. Ici c'est 45, ici c'est 250, oui. C'est officiellement 45. Vous connaissez quelqu'un qui travaille 45 heures? Vous connaissez quelqu'un qui travaille, qui gagne sa vie avec 45 heures par semaine en Israël? C'est impossible. Tu ne travailles pas 150 heures, tu n'as pas de quoi manger ici. Donc, voilà. On va passer maintenant à un autre domaine. Pas seulement le domaine politique, où là tout le monde est d'accord que finalement ce qu'on attend de nos dirigeants, c'est qu'ils nous aident. Mais il n'y a pas que des dirigeants politiques, il y a aussi et surtout des dirigeants religieux. Ben, qu'est-ce qu'on attend de nos dirigeants religieux? Qu'est-ce qu'on attend d'un rav? Qu'est-ce qu'on attend d'un rabbi? Qu'est-ce qu'on attend d'un tzaddik? Qu'est-ce qu'on attend d'un rabbin, d'un moine, d'un curé, d'un imam? Qu'est-ce qu'on attend? Que ça soit éthique, les décisions. Mais qu'il nous sauve. Mais pourquoi? On cherche un sauveur. Chacun fera rentrer dans le mot sauveur le mot ce qu'il veut, mais on cherche un sauveur. Sauve-moi de mes fautes, sauve-moi de mes péchés. C'est ça ce qu'on attend, non? Donne-moi des conseils pour réussir dans le shlom bayit, dans ma vie de couple, dans l'éducation de mes enfants. J'ai pas une bonne santé, prie pour moi. Bref, Bekitsour, qu'est-ce que la masse attend toujours de ses leaders? De l'aide. Help. Très bien. La Torah dit tout le contraire. Qui aide qui? Mais c'est le peuple. C'est Chava qui va aider Adam. Je sais qu'on pourrait arrêter le cours ici, je vous laisse 250 milliards d'années pour réfléchir sur ce qu'on vient de dire. Incroyable. Au départ, le maître du monde voulait une histoire qui n'a jamais eu lieu et qui, j'espère, commencera quand le Mashiach viendra, qui lui sera un vrai dirigeant. C'est-à-dire, il nous foutra la paix et il ne sera là que pour nous construire, nous. D'accord? Le Mashiach sera tout sauf un sauveur, un leader, un rav, un rabbi, un tzaddik. Toute sa mission, ce sera de construire les hommes, construire les nations. Mais ça, on va en parler. Le projet au départ était que les individus, y compris même, parce que c'est clair qu'il y aura toujours, quoi qu'il en soit, des dirigeants, mais que les dirigeants devaient se rendre compte, devaient comprendre que finalement, ce qui les aide réellement, c'est le peuple. Parce qu'ils ont derrière eux un peuple responsable, un peuple
qui non seulement se prend en main, mais se sent responsable de son avenir et de son histoire. Pas comme nous, on va aller voter dans 15 jours, et puis après, chacun retourne dans son frigidaire et c'est fini. On a voté, maintenant c'est eux qui décident tout. Non, qu'on reste responsable. Comme disent nos maîtres, En Meler Bli Am. Le dirigeant n'existe que parce qu'il a un peuple derrière lui. La démocratie fait tout le contraire. Tu votes pour 4 ans, pour 8 ans, pour 10 ans, peu importe, et après, tu n'existes plus. Le dirigeant fait tout seul. Alors après, tu peux revoter 4 ans après. Mais de toute façon, tout est déjà vendu d'avance, puisque de toute façon, c'est ou la gauche ou la droite, ou les démocrates ou les républicains. Ça veut dire que de toute façon, c'est un ping-pong entre eux. Bon, vous nous laissez passer cette fois-ci, on vous laissera passer la fois prochaine. Mais arrêtez d'être naïfs, parce que vous croyez que vous votez pour la droite ou pour la gauche. Mais ils ont déjà tout combiné entre eux. Cette fois-ci, c'est toi qui passes, la fois prochaine, c'est moi qui passe. Bon, c'est pas grave, j'insiste pas. Mais peu importe, revenons maintenant à ce que j'explique. Au début, le maître du monde avait conçu une histoire du style avec des scies on met pareil en bouteille, où le peuple doit s'assumer. Le peuple, c'est lui qui prend son destin en main, c'est pas le dirigeant. Et le dirigeant n'est là que pour concrétiser la volonté du peuple, la force du peuple. Comme si je prends cet exemple, si je veux peindre ma maison, c'est moi qui peins, mais j'ai besoin d'un pinceau. C'est pas le pinceau qui peint ma maison. C'est moi qui peins ma maison. Mais c'est vrai que je ne peux pas mettre mes doigts dans la peinture et peindre avec mes doigts. J'ai besoin d'un outil. Le dirigeant n'est qu'un outil. Mais celui qui construit son avenir, c'est le peuple. Ce qui n'a jamais été le cas dans l'histoire, chez aucun peuple, presque y compris le nôtre. Je vais montrer une ou deux exceptions. Et aujourd'hui, moins que jamais, on fonctionne comme tous les peuples, on vote et après, on retourne au travail. Sauf si on est gilets jaunes. Comment? Sauf si on est gilets jaunes. Ça fait longtemps qu'ils ont été récupérés, les gilets jaunes, comme toutes les révolutions. Ça dure 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est récupéré après, c'est fini. Il n'y a plus de gilets jaunes aujourd'hui. Tout a été récupéré. Comme toutes les révolutions. La révolution bolchevique, c'était une merveille. C'était vraiment une révolution ouvrière, paysanne, etc. Quelle est l'ordure qu'il a récupérée? Staline. Très bien. Mieux valait les tsars que Staline, croyez-moi. Les tsars ont tué moins de gens que Staline. La Révolution française n'a pas été récupérée. Toutes les révolutions sont récupérées. Parce que quoi? Parce que le peuple a du mal à se prendre en main et à n'utiliser les dirigeants que comme des outils. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez comprendre. Tout d'un coup, le Nachash entend que le maître du monde voudrait une histoire dans laquelle les dirigeants ne sont que des outils entre les mains du peuple. Le Nachash vient et il va vouloir récupérer Chava. Chava, c'est qui? C'est la nation. Et le Nachash est le symbole de tous les dirigeants, de toute l'histoire humaine, de tous les peuples, de toutes les nations jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va faire le Nachash? Il va séduire. Il va parler le langage que les idiots, c'est-à-dire nous, ont envie d'entendre. Si vous votez pour moi, je vous assure que je vous protégerai. Je vous assure que vos frigidaires seront pleins. Je vous assure qu'on descendra à 35 heures par semaine. Et je rajouterai le dimanche sur le samedi, parce que le samedi, ce n'est pas vraiment un jour de vacances. On a besoin de se retrouver en famille, d'aller à la plage avec notre famille. Nous, les religieux, on ne peut pas le Shabbat. Je vous donnerai le dimanche, si vous votez pour moi. Si vous votez pour moi, je m'arrangerai pour que la marijuana soit légale. Hein, comme une certaine ordure qui a ça sur son programme. Je m'arrangerai pour que ceux qui ont envie de se marier, comme ils le veulent, où ils le veulent, ils pourront. Le dirigeant
il va parler le langage que les faibles aiment entendre. Les faibles, ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de ci, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de hashish, ils ont besoin de... Voilà. Bon, il n'y a pas que celui-là, tous. Chacun dans son langage. Il y en a d'autres, c'est... Israël Chazaka, im ce parti-là Chazak. Parce qu'il s'adresse à des gens qui ont besoin de sécurité. D'accord. Ou bien maintenant, on a dit Israël Chai. Am Israël Chai. Très bien. Le Nachashi vient et il commence à séduire. C'est ce qu'il avait tout son jeu de séduction. Et Chava, le peuple, elle voit l'arbre, dit oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'ils sont bons. Oh, il a raison, hein, le Nachash, c'est le plus beau des arbres, celui-là. Son programme politique est drôlement séduisant. Mais comme la Torah ne va pas s'arrêter uniquement aux dirigeants politiques, elle fait aussi allusion aux dirigeants dans tous les domaines, philosophes, religieux, idéalistes. C'est pour ça que la Torah ose nous faire comprendre que la valeur numérique de Nachash, c'est Mashiach, le Messie. Je suis ton sauveur. Si tu me choisis, je vais te sauver. Si tu crois en moi, je t'aiderai à te sortir de toutes tes fautes, de tout le mal. Je vais te purifier. Je suis le juste de la génération. Je suis le Rabbi. Crois en moi et tu seras sauvé. Ça marche drôlement bien, hein? Parce que les hommes, ils ont besoin de sentir qu'on les sécurise. Voilà. Et finalement, celui qui aurait dû être qu'un outil devient le maître. Le Zohar va révéler quelque chose d'extraordinaire, d'après dans Parashat Béchalar, la Parashat de la sortie d'Égypte. Il dit, dans une relation authentique, qui aurait dû et qui n'a jamais existé, celle entre les leaders et les peuples, le leader s'appelle le mari et le peuple s'appelle l'épouse. Donc elle est vraiment Ezer Kenegdo. Mais dans le monde tel qu'on le connaît depuis la faute, le leader s'appelle Pharaon et sa femme s'appelle Shifra, la servante. Ça veut dire que finalement le peuple n'est que la boniche des dirigeants. Et c'est comme ça que toute l'histoire humaine a commencé. Alors attention, les dirigeants sont très très forts encore une fois. Pourquoi j'ai dit que là, en vérité, les dirigeants les plus dangereux dans le domaine politique, c'est la démocratie, et dans le domaine religieux, c'est tous les leaders spirituels. Et après, on va essayer de trouver c'est quoi un vrai dirigeant, qu'on peut trouver et dans le politique et dans le domaine religieux. Mais on va voir. Pourquoi c'est les plus dangereux? Dans la démocratie, c'est évident. Pourquoi? Parce qu'ils agissent exactement comme le serpent. Ils mettent en évidence de grandes valeurs, de grands principes que la femme a besoin, le peuple a besoin. C'est ce que la Torah nous dit. Quand elle a vu l'arbre, elle a dit, mais il est magnifique cet arbre-là, c'est le plus beau de tous. Égalité, fraternité, liberté, tolérance, l'amour. Mais qui va refuser? Et dans le domaine religieux, on sait très bien. Crois en moi, sois mon élève, sois mon chassid, et je te sauve, car je suis le juste de la génération. Et ça marche, tout le monde court. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit que la démocratie est beaucoup plus dangereuse qu'une dictature, parce que quand on est frappé, quand on est mis en prison, quand on est torturé, on peut peut-être pas s'échapper, mais c'est sûr que dans notre fond intérieur, on sait qu'on est berné et qu'on finira de toute façon par s'en sortir. Tous les dictateurs finissent par tomber. Combien de temps a duré Hitler? 5 ans. Combien de temps a duré le communisme? 70 ans seulement. Mais la démocratie, si le bon Dieu ne s'en mêle pas, ça peut durer des millénaires. Parce que c'est exactement le schéma du serpent, de l'arbre, de la séduction. Vous savez, dans l'histoire, il y a eu 2 vrais dirigeants chez nous, dans notre peuple.
sans doute aussi dans d'autres peuples, mais on les compte, quoi qu'il en soit, sur les 5 doigts de la main, l'ensemble des bons dirigeants, un peu partout. Chez nous, il y en a eu 2. C'était qui les 2 bons dirigeants? Moshe et David, bien évidemment. Parce qu'ils avaient tous les 2 exactement les qualités qu'il fallait pour être un bon dirigeant. Moshe, sa première qualité, c'est qu'il ne voulait absolument pas être un dirigeant. Au point qu'il a laissé Hachem se mettre en colère contre lui et même le punir. Mais moi, je ne veux pas être un dirigeant. Je n'ai pas envie. Première qualité d'un vrai dirigeant, c'est qu'il ne veut pas être un dirigeant. C'est pas voter pour moi avec une belle photo partout comme on voit maintenant à la veille des élections, des belles photos, le beau sourire. Votez pour moi. Moi, je vous donnerai ce que vous attendez parce que je suis l'élu. Je vous sauverai. Voilà. Moshe, rien, je veux pas. Il a une autre qualité extraordinaire, Moshe. Lo ish dvarim anori. Je sais pas parler, je sais pas séduire. Je ne sais pas trouver les mots que les hommes ont besoin d'entendre. Je ne sais pas. Je bredouille. Allez, suivez-moi. Non, mais nous, on a besoin d'un... Waouh, un vrai. Vous avez vu, vous avez entendu? Waouh, qu'est-ce qu'il parle bien. Moi, je ne pourrais jamais être un dirigeant, je parle trop bien. Je ne peux pas. J'ai un grand défaut. Je parle trop bien. Donc je ne pourrais pas être un dirigeant. Impossible. Hachem, il prend un bègue. Ce n'est pas apprendre à la lettre. Ce n'est pas un bègue dans le sens. Mais il ne sait pas parler. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en hébreu biblique, les daber parlaient. Et comment s'appelle un dirigeant en hébreu biblique? Non, ça c'est en hébreu moderne. On l'a plus en hébreu biblique, en hébreu moderne. Mais en hébreu biblique, oui, un daber. Un daber, le même mot. Daber. Non, un daber. C'est en hébreu biblique. On l'a oublié aujourd'hui parce que nous on parle d'hébreu moderne. Un daber, on le voit dans le Talmud et dans différents textes bibliques. Un daber, c'est le même mot. Et donc on me pose la question, pourquoi un dirigeant s'appelle du même mot que parler? Parce qu'un dirigeant, c'est-à-dire tous les faux dirigeants, s'ils ne savent pas parler, ils n'ont aucune chance d'être élus. Donc c'est pour ça que la Torah appelle un dirigeant un daber. D'accord? Et quel est l'hymne national des faux dirigeants? Parole, parole, parole. Ah mais la chanson, mais c'est exactement ça. Et l'autre, il continue à parler, et elle lui dit, Marais, tu me saoules, je connais ton discours par cœur, parole et parole et parole. Mais c'est une chanson extraordinaire, elle symbolise toute l'histoire humaine, cette chanson. Et l'autre qui lui dit des mots d'amour, tu es ma vie, avant de te rencontrer, je n'existais pas. Et l'autre, et parole et parole et parole. Elle a tout compris, elle, Dalida, pardon. Elle a tout compris. Elle a tellement tout compris ce que sont les hommes qu'elle s'est suicidée, la pauvre. Tellement elle a bien compris ce que sont les hommes. Elle est vraiment l'exemple de la prise de conscience des nations qui se rendent compte à quel point ils sont roulés par tous ces paroles et paroles et paroles. Mais il parle super bien dans la chanson. Voilà, exactement. Donc Moshe, sa première qualité, c'est qu'il ne veut pas être un dirigeant. Deuxième qualité, c'est qu'il ne sait pas parler. Je ne peux pas être un séducteur, moi, c'est impossible. C'est pour ça qu'Hachem le choisit. David, c'est pareil. David, quelle est sa plus grande qualité? C'est qu'il est incapable d'avoir le peuple avec lui. C'est un homme qui, toute sa vie, est poursuivi, pourchassé, mis en danger par son propre peuple. Nos maîtres disent, jamais dans l'histoire il y a eu un homme autant haï, autant poursuivi, autant en danger que le roi David. Par qui? Pas par les Philistins, par son propre peuple. Et quel est le summum, le sommet qui prouve ce que nos maîtres nous disent? D'abord, celui qui lit la Bible voit qu'il était tout le temps face à des complots contre lui. Mais le summum qui prouve qu'il n'est pas du tout accepté par son peuple, ben c'est la révolte de son propre fils pour le tuer et prendre sa place. Mais comment vous comprenez qu'un peuple suit le fils d'un père pour tuer le père et mettre le fils à la place?
La seule explication, c'est que finalement, le peuple n'aimait pas David. Pourquoi? Parce que David, c'était tout sauf un séducteur. David était un homme émette. Et les peuples n'aiment pas les gens émettes. Parce que les peuples, qu'est-ce qu'ils cherchent? Prise en charge, fais-moi plaisir, conforte-moi, rassure-moi, va dans mon sens, dis-moi ce que j'ai envie d'entendre. Dis-moi ce que j'ai envie d'entendre. Mais David, ce n'est pas son style. Et c'est pour ça qu'il a un peuple qui est tellement habitué depuis la faute de Adam à avoir des dirigeants qui les rassurent et les tranquillisent, que quand David arrive, et David est un homme authentique. Je ne suis pas là pour vous remplir le frigidaire. Je ne suis pas là pour vous assurer qu'il n'y aura plus de guerre. Je ne suis pas là pour vous assurer qu'il y aura à manger. Je ne suis pas le bon Dieu, moi, je suis qu'un homme. Donc, toutes vos aspirations, je ne vous garantis pas que je vais pouvoir les... Je ne suis pas votre sauveur. Je suis un dirigeant, je suis un homme comme vous, je fais ce que je peux. Et comme il ne correspond pas aux attentes de tous les assistés, qui sont tous les peuples, et tous les hommes, et toutes les femmes depuis la faute de Adam, automatiquement, on veut le dégager. Qu'est-ce que nous dit la Torah sur Avshalom? Quelle était sa qualité? Qu'est-ce que nous dit la Bible sur Avshalom? Beau, séducteur, et qui à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, oh, les gens ils étaient comme ça devant lui. Ben lui, c'est un vrai faux dirigeant. C'est un vrai faux dirigeant. En plus, il se la jouait à la hippie, il avait comme ça, là. Quand il était sur son cheval, ses cheveux, ils allaient dans tous les sens, là. Bah ouais, on en veut un comme ça, un dirigeant, vous vous rendez compte. Mais 68, wow. Maintenant, on a parlé des deux vrais dirigeants dans l'histoire. Finalement, on a récolté 3 signes pour définir un vrai dirigeant. 2 chez Moshe et 1 chez David. 2 chez Moshe, il ne veut pas être dirigeant, il ne sait pas parler, et 1 chez David, et le peuple n'est jamais d'accord avec lui. Il a envie de lui faire la peau, on n'en veut pas. J'oserais presque dire, mais ne me lapidez pas, qu'aujourd'hui, peut-être dans certains domaines, le seul qui correspond à un vrai dirigeant, parce que tout le monde veut lui faire la peau, comment il s'appelle? Netanyahou, chez nous, c'est pas trop mal, mais il y en a encore plus. Quel est le dirigeant qui a le monde entier contre lui? Trump, bien évidemment. Évidemment. Trump! Ah oui, il a une sacrée trempe, celui-là. Ah oui. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas un dirigeant plus détesté que lui sur Terre. Je pense dire qu'il n'y a pas un homme plus en danger sur Terre que lui. Il doit avoir des gardes du corps, mais les meilleurs du monde. À mon avis, là, il doit avoir des gens de la Sayeret Matkal, c'est pas possible. Parce que comment est-ce qu'ils n'ont pas fait sauter la tête? Il a le monde entier contre lui, et plus de la moitié de son pays contre lui, aujourd'hui. Et il est toujours vivant. Donc, dans ce domaine-là, il n'est pas là pour séduire, il n'est pas là pour passer de la pommade sur tout le monde. D'accord. Alors maintenant, on a parlé du dirigeant et le peuple. Quel est le signe qu'on est en présence d'un vrai peuple? Alors comment? Vous allez me dire un peuple qui à chaque fois que son leader parle. Quelle est dans toute l'histoire de notre peuple la seule période où Israël a vraiment été un vrai peuple? Comment? L'unité. Vous allez trop chez les discours de rabbins. Quand on a dans notre histoire une période où Israël est enfin un vrai peuple. Shaoul, Shlomo, l'unité. Allez. Comment? Les Maccabis sortis d'Égypte. Vous, on va dire, vous, c'est tiède. Pour l'instant, c'est très froid partout. Vous, c'est tiède. Ben, je vais vous étonner. Je sais que vous ne pouvez pas le dire. Vous savez, pendant uniquement 40 ans, notre peuple était un vrai peuple. Je vais vous le prouver. C'est les 40 ans dans le désert. On n'a pas arrêté de se révolter. Il fallait le dire au doigt.
Est-ce que vous savez, mes amis, ça vous le savez pratiquement tous, comment la génération de la sortie d'Égypte est appelée jusqu'à la mort de Moshe, jusqu'à la mort de cette génération d'or? Déa. C'est la seule génération qui est appelée la génération de la sagesse. Je ne comprends pas. Ils n'arrêtent pas de se révolter. Mais non. Mais heureusement que nos maîtres nous transmettent la vérité, parce que si on n'avait que le texte écrit, on serait des idiots comme tout le monde qui n'ont que le texte écrit. Mais non, mais t'as rien compris. Ça, c'est Dordéa. Ça, c'est une génération sage. Parce qu'elle a compris qu'elle ne doit pas être mouton. Moshe a dit, le rabbi a dit, le rav a dit, le rabbin a dit, le dirigeant a dit. Comment tu oses ne pas être d'accord? Mais le rabbi a dit. Non. Pourquoi cette génération, elle avait compris qu'il ne fallait pas être un mouton? Et on a le droit de ne pas être d'accord. Et on a le droit de se révolter. Qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour sortir d'Égypte? Tuer qui? Tuer le mouton. Le mouton, nous disent nos maîtres, était l'idolâtrie la plus importante de l'Égypte. Vous comprenez tous et toutes ce qui se cache derrière le culte du mouton. Sois un mouton et suis ton berger, car ton berger est ton sauveur. Voilà. Et cette génération-là, elle a compris le message. Pourquoi Hachem nous fait égorger le mouton? Pourquoi? Parce que l'Égypte est le symbole de la civilisation où le leader est le Dieu tout-puissant et tous sont des esclaves du leader. Sur le premier des commandements où il est dit Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mi bet avadim, je suis celui qui t'est sorti d'Égypte, de la maison des esclaves. Nos maîtres expliquent. La maison des esclaves, regardez Rachid ce qu'il dit, ne signifie pas que nous étions esclaves. Non. Bête, toute la maison, toute la nation était des esclaves. Tous étaient des esclaves. Même les Kohanim dont on parle étaient des... Tous. Parce que tous avaient une relation avec Paro, c'est le grand Dieu. Et Paro réussissait. Il assurait la tranquillité, personne ne pouvait attaquer l'Égypte. Il assurait l'économie, une civilisation florissante, jusqu'à ce que les Makot commencent. Bien sûr. Pourquoi le Erev Rav, parmi des dizaines d'explications possibles, pourquoi cette multitude non juive a voulu suivre Israël? Une des explications données, parce que ils se sont rendus compte que finalement, Pharaon n'était plus capable d'assurer ni la paix, ni la tranquillité, ni le frigidaire plein, ni l'économie, ni les vacances, ni rien. Maintenant, je vais aller plus loin encore. Est-ce que vous pensez que le régime pharaonien, contrairement à ce que l'histoire nous raconte, a toujours été un régime dictatorial dans le sens cruel du terme? Eh bien, nos maîtres nous affirment que pendant une grande partie de la période de l'exil, c'était au contraire un régime très doux. Au point que nos maîtres nous disent que Pharaon n'avait même pas besoin de mettre des gardiens pour s'assurer que peut-être les Égyptiens voudraient s'enfuir, ou les Juifs, parce que personne ne pensait à s'enfuir, parce que tout le monde se sentait bien là-bas. C'est-à-dire qu'il avait créé un système fondé sur l'illusion que je vis bien, donc pourquoi m'enfuir? Est-ce que vous savez, en ce qui concerne les Juifs, ça on l'a déjà fait ce cours-là, quand Pharaon a commencé à être dur, cruel avec les Juifs, quand? À partir de quel moment? Quand ces sages sont venus lui dire, nous voyons que Israël va bientôt nous quitter, que le libérateur va naître. Tant que Pharaon était sûr que les Juifs resteraient toujours en exil, parce que finalement, je veux dire, pourquoi quitter Los Angeles, ou pourquoi quitter le 16e ou le 17e, ou Neuilly, ou je ne sais quoi, quand tout va bien, on a des yeshivot, des écoles, des magasins cachers, de très bons restaurants. Pourquoi partir? Pourquoi partir?
Pharaon était très gentil avec les Juifs. Nos maîtres vont jusqu'à dire qu'il avait autorisé à ce qu'il y ait des yeshivot. Nos maîtres disent ça clairement dans le Talmud, il y avait des yeshivot. Ils avaient même laissé une tribu entière s'occuper du sacerdoce, du culte. C'était qui? Les Lévi'im. Mais c'est le système de l'exil qu'on connaît. Les Juifs payaient même pas d'impôts. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il avait compris, Pharaon? Si tu veux garder les Juifs chez toi, donne-leur la tranquillité matérielle et spirituelle, et ils ne penseront pas à partir. Exactement comme Assuérus. Exactement comme Assuérus au début. Comme on a expliqué l'un des derniers cours avant Pourim. Ça, c'est les vrais dictateurs. Ils ont compris comment on garde les gens en esclaves. Donne-leur ce qu'ils veulent. Tout d'un coup, et ça marche pendant des décennies, viennent les mages ou les sages, peu importe, de France, qui disent, oh là là, on a vu que le libérateur des Juifs va naître et les Juifs vont sortir d'Égypte. Et là commencent les décrets. Je vous ai expliqué dans ce fameux cours qu'on a fait, et pas qu'une fois, que dans l'histoire c'est toujours la même chose. À chaque fois que les nations commencent à être cruelles à notre égard, c'est parce que elles, et avant nous, commencent à sentir que ça y est, le processus du retour commence. Comme par hasard, les pogroms, Kishinev, Odessa, Kiev, à la fin du 19e siècle, commencent précisément au moment où les premières colonies commencent à se construire en Israël. Pourquoi pas au milieu du 19e siècle? Pourquoi pas au début du 19e siècle? Pourquoi au même moment? Tout d'un coup, il y a plein de pogroms. Et la Shoah, 5 ans avant la naissance de l'État d'Israël, à un moment dans l'histoire où c'est pratiquement impossible de faire marche arrière, c'est sûr qu'on va vers un État. Boum, la Shoah. Mais parce que l'histoire n'est que le reflet mathématique de ce que nous dit la Torah. Pharaon commence à attaquer les Juifs quand il commence à comprendre qu'ils sont sur le point de sortir. Bien sûr. Avant même que les Juifs le savent. Comme j'ai expliqué dans ce cours. Les sages de Pharaon voient que le libérateur va naître. Au même moment, le futur père du libérateur se sépare de sa femme pour ne pas mettre d'enfant au monde. Le grand d'Israël n'a encore rien vu et les sages de Pharaon ont déjà vu. Ça veut dire que les Cosaques ont vu avant nous. Quand ils nous ont attaqués à Kiev, à Odessa ou je ne sais où, ils ont vu avant nous qu'on était sur le point de reconstituer une nation sur sa terre. Et au lieu de comprendre que c'est eux qui sont en train de nous témoigner du fait que, ça y est, le retour commence, on ne le comprend pas. Il va falloir que Myriam vienne chez son père et dise « Mais t'es complètement fou, mais t'as perdu la tête. Mais t'as rien compris. T'as pas compris que ces décrets contre nous sont le signe du fait que le libérateur va naître. Tu comprends pas que le pogrom de Kishinev, c'est parce que le génie des nations sent que ça y est, le retour est commencé, donc allez, rentrons. » Non. On ne comprend pas. Donc finalement, tant que le libérateur ne se manifeste pas, ça va très 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 bien en exil. On est tous des moutons. Et quelle est la première prière que l'on fait tous les jours? Pas Modéani à cette époque-là, qu'est-ce qu'on fait? Bé, et après on commence notre culte. D'abord on dit bé, et après on commence notre culte. Voilà. Ça ne dérange pas Pharaon. Soyez religieux, ayez vos yeshivot, vos magasins, vos restaurants cachers dans le 16e, dans le 17e. Allez, mangez, très bien. Restez chez moi. C'est tout ce que je vous demande. Restez chez moi. Un point, c'est tout. Alors, les Juifs comprennent qu'ils ont été transformés en moutons, comme tout le système égyptien. Parce que ça va trop bien. On est trop riches. On a tout ce qu'on veut. Vient Moshe, il dit, vous devez tuer le mouton pour sortir. Arrêtez d'être des moutons, redevenez un peuple qui se prend en main, un peuple responsable. Ce qui est très intéressant, c'est que dans l'histoire, juste avant la Shoah, dans quel pays étaient les Juifs les plus moutons? En Allemagne, évidemment, complètement assimilés. Mais c'est comme extraordinaire, c'est précisément d'Allemagne
que sont sortis aussi les premiers pionniers. D'où vient l'expression les yeke? Je les ai expliqués. C'était des juifs, médecins, avocats, financiers, peu importe, qui avaient quitté l'Allemagne alors qu'ils avaient tout pour venir défricher les marais et mourir de la malaria au début du XXe siècle. Et pourquoi on les appelait les yeke? Parce qu'ils travaillaient avec leurs jaquettes. Yeke, c'est jaquettes. Ils étaient avec leurs chemises blanches et leurs jaquettes. Parce que bon, c'était des médecins, des avocats. Puisqu'on sait qu'à Berlin, avant la Shoah, un avocat sur deux était juif. Donc ils étaient très moutons, mais d'un autre côté, c'est précisément de ces moutons que se sont réveillés ceux qui ont compris qu'il fallait prendre notre destin en main. Il y en a marre d'être un avocat à Berlin. Soyons un cultivateur et mourons de la malaria, c'est pas grave, mais au moins, grâce à nous, un jour, on pourra être ici dans une magnifique synagogue et enseigner la Torah. Grâce à ces yeke qui ont tout abandonné pour que nous puissions être là aujourd'hui. Et bien c'est ça ce qui s'est passé. C'est ça la sortie d'Égypte. Une partie d'Israël seulement, une partie. Combien de pourcentages ne sont pas sortis? 80% ne sont pas sortis. 20% ont accepté de tuer le mouton. C'est ces quelques yeke qui sont arrivés au début du XXe siècle et sont pratiquement tous morts de la malaria. Avec leurs jaquettes. Et donc 20% acceptent de tuer le mouton. Donc ils ont compris le message. Nous, on doit être un vrai peuple. Un vrai peuple ne se cache pas derrière ses dirigeants. C'est lui qui donne le ton. Vous remarquerez une chose extraordinaire pour vous prouver, à part Dordéa, la génération de la sagesse. Vous le saviez comment on les appelle ces gens-là, alors qu'ils n'ont pas été se révolter. Mais vous remarquerez, mes amis, et vous le vérifierez, chaque chose que je dis. La plupart des révoltes dans le désert, Hachem ne les a pas punis. Il a même été d'accord avec eux. Et je vais vous expliquer. Et c'est même pas encore ça comme je vous l'expliquais, vous avez raison. Seulement quand Hachem sentait que les révoltes, c'était en vérité exactement ce que j'explique depuis le début du cours, des leaders qui voulaient prendre le pouvoir et qui roulaient le peuple. Korah. Et les explorateurs, je vais y revenir. Regardez. Une des grandes révoltes, tout de suite après la sortie d'Égypte. On en a marre, on veut rentrer en Égypte, on n'a rien à manger, on n'a rien à boire. Quelle est la réponse d'Hachem? Il va chez Moshe, il lui dit, préviens-les, ils vont recevoir la manne et l'eau va sortir du rocher. Les commentaires posent une question, mais pourquoi Hachem ne leur rentre pas dedans? Mais non, parce qu'Hachem est content d'avoir un peuple qui râle. Je veux dire, comprenez? Mais c'est sûr que tous les hommes rêveraient d'avoir une boniche à la maison. C'est évident, c'est le rêve de tous les hommes. Mais seulement, c'est pas une femme, c'est pas une épouse. C'est pas une épouse, ça. D'accord? Donc Hachem, il est content d'avoir un peuple qui n'est pas content. Parce que Hachem, par rapport à nous, c'est aussi le mari par rapport à sa femme. Donc il est content d'avoir un râleur. Et il dit à Moshe, eh bien, va leur dire, je vais leur donner. Après la révolte contre les cailles, ils veulent des cailles. Hachem leur dit la même chose, c'est dans Parashat Béchalar. Le matin, vous aurez le pain, et le soir, vous aurez les cailles. Hachem ne se met pas en colère. Quand il va se mettre en colère? À 3 reprises. Korah, le veau d'or et les explorateurs. 3 fois, parce que des dirigeants se servent du peuple pour atteindre le pouvoir. Mais bien sûr, la faute du veau d'or, le Erev Rav veut prendre le pouvoir. Et donc, ce n'est pas une vraie révolte, c'est et moi, et moi, et moi. Korah, c'est que ça, c'est le serpent par excellence, qui veut séduire le peuple pour prendre le pouvoir à la place de Moshe. Et les explorateurs, madame, nos maîtres nous disent que la vraie raison pour laquelle ils ont été punis, c'est parce qu'ils avaient vu qu'en rentrant en Israël, ils ne seraient plus chefs de tribu. Qu'ils ne pouvaient être chefs de tribu que dans le désert, mais en Israël, les chefs allaient être remplacés. Et ils n'ont pas voulu perdre leur pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils ont dit du mal sur la terre d'Israël, pour rester au pouvoir. Ça veut dire que toutes les révoltes où c'est la révolte du type serpent, je séduis le peuple pour
prendre le pouvoir, ces révoltes ont été terriblement réprimandées. Mais toutes les révoltes du peuple, qui sont des révoltes fondées, d'accord, j'ai faim, eh bien, Hachem est d'accord, évidemment. Hachem est d'accord, pourquoi? Parce que c'est normal qu'un peuple dise « j'ai faim ». Et c'est au mari d'assumer qu'il y a à manger à la maison. Et s'il n'y a pas à manger à la maison et que la femme tape sur la table, dans le cas où elle est à la maison parce qu'il y a des enfants, etc., elle ne peut pas travailler, et elle tape sur la table, elle lui manque de respect, elle lui rentre dedans, eh bien elle a raison. Toi, ton rôle, c'est de m'amener à manger. Tu ne m'amènes pas à manger, va te faire voir. Eh bien c'est exactement ce que Israël a dit à Hachem. On en a marre de ton truc, on retourne en Égypte. Hachem aurait pu se sentir offensé. Dit non, mais pas du tout, mais ils ont raison, c'est à moi de les nourrir. C'est moi qui les fais sortir dans le désert. Je dois les nourrir. Va leur dire, je vais leur donner la manne. Et pendant 40 ans, ils ont la manne. Voilà. En vérité, on a un modèle avant Moshe, avant Israël, de ce que doit être véritablement un peuple, face à ses leaders, même face à Hachem. Quel était le premier exemple fantastique? On a fait un cours là-dessus aussi. Quel est le premier, qui est d'ailleurs le premier, qui est un modèle fantastique de la relation qu'un homme doit avoir avec ses supérieurs? Ah non, Noir, c'est plutôt le genre, fais-toi une arche, je me fais une arche. Va dans l'arche, je vais dans l'arche. Souris, souris. Souris par la photo, photo. Comme je dis toujours, la plus grande insulte qu'on peut faire à un non-juif, c'est de lui dire « t'es un bête noir ». Pourquoi? Parce que c'est vraiment le prendre pour un idiot. Moi, je les appelle Bnei Adam, pour ne pas les insulter. Abraham. Vous avez dit? Abraham. Abraham, je n'avais pas compris. Abraham, bien sûr. Abraham. D'où on voit que Abraham, c'est le vrai modèle d'un élève, d'un chassid, mais qui ne dit pas le rabbi a dit, qui a le droit de dire ce qu'il pense. Où on le voit d'une manière folle. On a déjà consacré un cours là-dessus. Avec Sodome, vous avez vu comment il parle à Hachem? Qu'est-ce qu'il lui dit? Toi qu'on appelle le juge de toute la terre, j'ai l'impression que tu ne sais pas rendre justice, hein? Vous imaginez un chassid qui va chez son rabbi, qui lui dit « Rabbi, tu sais, on t'appelle rabbi, mais à mon avis, t'es pas du tout rabbi, hein ?» Mais c'est ce que Abraham dit à Hachem, regardez le texte. « Ashofet kol haaretz lo yaaseh mishpat » Celui qu'on appelle le juge de toute la terre n'est pas foutu de rendre justice. Et qu'est-ce que lui dit Hachem? Ça, c'est une épouse. Allez, rentre-moi dedans. Ben oui, ce que tu vas faire de moi un homme. Ben oui. Parce que tu vas m'obliger à me dépasser. Tu vas m'obliger à me prendre en main. C'est toi l'aide à mes côtés, c'est pas moi qui t'aide. Ma femme, t'inquiète pas. Tu veux des vacances, tu auras des vacances. Tu veux un bijou, tiens, tu auras un bijou. Tu veux manger, tiens, tu vas manger. Mais surtout, ma femme, ferme-la. Très bien. Ben oui, c'est comme ça qu'un homme rêve de fonctionner avec son épouse. S'il a les moyens. D'accord? Mais surtout, ferme-la. D'accord? Hachem, il dit à Abraham, mais ouvre-la, mais rentre-moi dedans, Hachem dit à Abraham, rentre-moi dedans. Et il dit à Hachem, c'est toi le juge, non mais tu te fous de qui, non? Toi, tu es un juge, toi? Non mais arrête, tu vas détruire tout comme ça, là, c'est un mishpat, ça. Et Hachem, il est content, il a enfin trouvé un homme, un vrai. Parce que Noah, c'est tout le contraire. Fais-toi une arche, je vais détruire le monde. Oui, monsieur, je fais une arche, je vais détruire le monde. D'accord? Rentre dans l'arche, je vais détruire le monde. Oui, je rentre dans l'arche, je détruis le monde. Et puis après, Hachem détruit le monde. Et puis il sort de l'arche. Qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Il voit que le monde est détruit, puis il se met à pleurer. C'est une petite larme de crocodile. Il dit, oh maître du monde, pourquoi t'as tout détruit? Et qu'est-ce que le maître du monde lui dit? En français, il lui dit, crétin, fils de crétin, chatia bar chatia, choté, idiot, fils d'idiot. C'est maintenant que t'ouvres ta bouche? Tu pouvais pas, avant, quand je t'ai dit que j'allais tout détruire, j'attendais que tu me rentres dedans. J'attendais que tu me dises, mais t'es fou, tu vas quand même pas tout détruire. J'attendais une véritable épouse qui est Ezer Kenegdo. Et j'avais une poniche. Tout ce que je dis, elle dit oui.
Et ben voilà. Et il lui dit, t'es vraiment un crétin, fils de crétin. Moi, je ne sais pas comment t'es son père, mais apparemment un crétin aussi. Voilà. C'est pour ça que j'ouvre la parenthèse. Vous comprenez pourquoi il ne faut pas dire d'un non-juif, c'est un ben noir? C'est une grande insulte. C'est comme si vous lui disiez, t'es un crétin, fils de crétin. Non. Ben Adam, c'est beaucoup plus joli. Pas ben noir. Parce que noir, c'est un crétin, fils de crétin. C'est la boniche d'Hachem. Et Hachem ne veut pas de boniche à ses côtés. Alors on a avancé pas mal, et on a compris quoi pour arriver à la fin du cours. Et on a encore 2 bons cours, Bezrat Hachem, sur Pessah. Le premier message est le message suivant, surtout à la veille des élections. Ne nous laissons pas séduire par tous ces programmes extrêmement alléchants qui nous disent exactement ce que chacun, selon son tempérament, a envie d'entendre. Ceux qui ont envie de sécurité vont voter ceux qui promettent la force. Ceux qui ont envie de fumer leur joint tranquillement dans la rue vont voter pour celui qui promet que le hashish sera légalisé. Il y en a. Et puis voilà, ceux qui n'ont plus envie de se marier à la rabbanoute vont voter pour celui qui propose de se marier dans une boîte de sardines, j'en sais rien. Et puis ceux qui veulent absolument qu'il n'y ait plus de religieux dans ce pays, vont voter pour ceux qui promettent qu'il n'y aura plus de subventions pour les yeshivot. En vérité, c'est quoi? Qu'est-ce que la démocratie elle a fait de nous? Des moutons qui n'allons vers que celui qui nous promet de nous prendre en main. Alors le vrai problème, c'est que si à la rigueur, c'était vrai qu'ils nous prenaient en main, à la rigueur, mais le problème c'est que ce sont tous des menteurs, c'est tous des serpents. Parce qu'en fait, il n'y en a pas un qui accomplira un seul mot de ce qu'il nous promet avant les élections, comme on le sait. Donc pour qui il faut voter? Je vous aurais dit de voter pour moi, mais le problème c'est que je ne me présente pas. Pour qui il faut voter? Qu'est-ce qu'il faut faire si tout le monde Alors moi j'ai l'habitude de dire, on va voter pour le moins pire, parce que meilleur il n'y a pas, le moins pire, et pour celui qui a pour l'instant fait ses preuves, comme quoi on est toujours là, et grâce à Dieu notre pays prospère plus que jamais. Voilà. Alors, je dis toujours, et j'en dirai pas plus que je termine, il faut faire très attention dans le prochain vote de ne pas jeter sa voix à la poubelle. On ne peut pas se permettre en Israël de faire un vote idéologique. Parce que nous, on n'est pas en France. On n'est pas, en France, ils ne sont pas en danger de disparition. Enfin oui, mais ils ne s'en rendent pas compte. C'est-à-dire que la France ne disparaîtra pas, c'est le français qui disparaît, mais peu importe. Mais nous, on est vraiment, je n'en dis pas plus, qu'on dit Al-Tiftar Pela Satan. On le sait. Donc on ne peut pas se permettre de faire un vote idéologique. Ah, je vote pour lui parce que ses idées me plaisent. Non. Vote pour celui qui a prouvé jusqu'à aujourd'hui que tu es toujours là sur ton pays, dans ton pays, et que ton pays n'arrête pas de progresser dans tous les domaines. Alors, c'est pas forcément ta tasse de thé, c'est pas forcément ton idéologie, c'est pas... Non, effectivement, c'est pas mon idéologie du tout. Et puis bon, c'est pas forcément un modèle. Mais au moins une chose est sûre. Moi, ce que je veux, c'est de continuer à vivre dans ce pays. Et si je me trompe, comprenez? En France, aux États-Unis, si tu te trompes, tu ne mets pas ton peuple en danger de disparition. Ici, mes amis, si on se trompe, on risque de disparaître. Il faut comprendre qu'un vote en Israël, c'est pikuar nefesh. C'est une question de vie ou de mort. Alors on met tous nos idéaux de côté et on vote pour celui qui a prouvé jusqu'à aujourd'hui qu'on est toujours là. Les autres, je ne leur donnerai pas la chance d'essayer de me prouver quoi que ce soit. Parce que si ça ne marche pas, je ne suis plus là demain. Et aujourd'hui, on a non seulement tous nos voisins contre nous, mais on a tout l'Occident contre nous. Et ne me parlez pas de Trump, parce que Trump, dans 2 ans, il était une fois. Et quand les États-Unis vont retrouver un pouvoir démocrate, je vous garantis que c'est les années 30 en Allemagne. On le vivra encore, donc je n'ai pas peur de le dire. Les démocrates reviennent au pouvoir aux États-Unis
on se retrouve avec la montée du parti nazi dans les années 30. Car les démocrates américains aujourd'hui sont les nazis des années 30. Et malheureusement, on le verra. Donc, quand on aura les démocrates aux États-Unis, l'Europe telle qu'elle est, et tous nos voisins, pas à notre tête quelqu'un qui a des tripes et qui se fout royalement de ce qu'on pense de lui, un baroudeur, un casseur, un emmerdeur. Si on n'a pas ce genre de bonhomme à notre tête, on va à la catastrophe. Après, quand tout reviendra dans le calme, on pourra se permettre de faire des votes idéologiques. Mais pour l'instant, on n'a pas le choix. Que celui qui comprenne, comprenne. Et en attendant, on se retrouve lundi prochain. Be'ezrat Hashem.